BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Venezuela, comment survivre à 15 ans de chavisme? Vague de manifestations depuis 3 semaines. Il y a déjà une quinzaine de morts contre la corruption, contre les pénuries, entre autres la sécurité. Et également, le président Maduro aujourd'hui organise une conférence pour la paix. Bon, avec apparemment un certain nombre de chaises qui seront vides, inoccupées, chaises proposées à l'opposition. Question, tiens, sur le compte des décodeurs de l'écho, continuez, j'en prends quelques-unes, parce que hélas, l'expertise de nos décodeurs de l'écho fait que, je vous donne pas complètement la parole, vous les téléspectateurs. Romain VGLT qui nous dit comment la Colombie, le grand rival régional, se positionne vis-à-vis des manifestations actuelles au Venezuela. Allez, Alfredo Valadao avec nous, professeur à Sciences Po Paris. Le président Santos s'est beaucoup ému de cette affaire. Il a même condamné la répression. Mais la Colombie a un problème, c'est que c'est un pays frontalier du Venezuela. Donc la Colombie a peur un peu que tout ça déborde sur son territoire. Et pire encore, la Colombie a beaucoup d'intérêt au Venezuela, puisqu'elle vend beaucoup de choses au Venezuela. Et l'un des canaux de télévision colombiens qui travaillait au Venezuela était fermé par Maduro dans cette affaire. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des seuls pays d'Amérique latine à avoir pris une position modérée, bien sûr, contre ce qui se passe au Venezuela. Tous les autres ont tellement peur de ce qui se passe là-bas et ont aussi des affinités idéologiques avec Maduro, que tout le monde a été extrêmement prudent et au contraire, beaucoup ont même appuyé Maduro dans cette affaire. Donc on voit mal. Le président Piñera a aussi critiqué ce qui se passe au Venezuela, le président du Chili. Mais c'est vrai qu'il est en train de partir. Donc voilà. Autre question, pas Philippe Moreau-Desforges, peut-être co-directeur du Ramsès de l'IFRI, puisqu'on parlait d'Algérie avec Philippe Chalmin. L'Algérie ne risque-t-elle pas de connaître une situation comparable au Venezuela quand Bouteflika quittera le pouvoir? Pour l'instant, il n'est pas question qu'il quitte le pouvoir. Mais bon. Je crois qu'il faut d'abord, l'Algérie, elle est marquée par les 10 années de semi-guerre civile. Donc les Algériens sont très prudents. Je crois que là aussi, on a évoqué la malédiction du pétrole. Je crois qu'il y a aussi des réalités culturelles gérées. Dans le cas du Venezuela, il y a la bénédiction du caudillo. Enfin, il y a cette obsession du chef militaire. Je dirais que dans le cas de l'Algérie, il y a le poids d'un système bureaucratique très lourd. Mais je ne pense pas qu'on puisse comparer le Venezuela et l'Algérie. Je crois qu'il faut faire très attention dans les comparaisons. Il y a des contextes culturels et historiques très différents. Alors, une économie minée par 15 ans de chavisme. Une croissance en 2013 de 1%, une estimation pour 2014 d'1,7%, taux record d'inflation. 56% en 2013. Un mot, pour quelle raison l'inflation à presque 60%, Adeline Joffre? L'inflation, elle a plusieurs racines, mais notamment les pénuries et la rareté des produits, qui tient essentiellement au change et au problème du change qu'impose le gouvernement. Et puis la faiblesse, donc, je le disais tout à l'heure, on produit de moins en moins, faiblesse du secteur industriel, faiblesse du secteur agricole, avec une économie complètement administrée. Tout est importé avec une monnaie de plus en plus faible. Ça crée des problèmes. Le bolivar vient d'ailleurs, c'est la monnaie. Fuite des capitaux, encouragée par ce qu'on appelle la répression financière. La répression financière, c'est l'obligation de prêt à des secteurs non rentables. Bon. L'affectation d'une partie des bénéfices, 5%, donc en l'occurrence 5% de la compagnie pétrolière aux programmes sociaux, encadrement des taux d'intérêt, donc finalement voilà, un environnement des affaires qui reste extrêmement difficile. Bon. La conférence de paix, on va voir sur quoi elle va déboucher, mais est-ce qu'à terme, le pouvoir va devoir revoir sa politique économique? C'est nécessaire. Je ne vois pas comment on pourrait arriver à apaiser les tensions sociales si des mesures économiques et aussi, je mets de côté le problème de la criminalité, mais c'est vraiment sur le même plan, si des mesures économiques ne sont pas prises pour que les entreprises puissent continuer à importer et à avoir les devises qu'elles demandent et qui, pour le moment, ne sont pas garanties. Oui, Philippe Moreau-Desforges. Le problème de ces régimes, d'ailleurs, de beaucoup de régimes, c'est comment faire des réformes économiques alors qu'ils reposent sur des gens qui ont intérêt au maintien du système. C'est-à-dire que Maduro, il aura beaucoup de mal à réformer parce qu'il devra se heurter à ceux qui le soutiennent. Mais il y a un certain nombre de signaux intéressants. C'est-à-dire que Maduro convoque cette réunion. Et en même temps, après avoir accusé l'impérialisme américain, il demande un dialogue avec Obama. Oui.
Et ça, je pense, c'est aussi une partie de ce que font les Cubains. Les Cubains savent qu'il va falloir réformer d'une manière ou d'une autre leur économie et essayent aussi de prendre langue avec les États-Unis, de faire que les tensions soient moins fortes, etc. Donc, je ne pense pas que Maduro ait la capacité de changer l'économie, mais je pense que ses alliés cubains commencent à se dire peut-être que ce serait le moment de voir quelque chose d'un petit peu plus rationnel dans cette affaire. Mais on a parlé de l'influence des Cubains tout à l'heure, qui sont présents au travers de très nombreux conseillers un petit peu partout, dans l'administration, la police, les forces de sécurité. Les États-Unis, comment ils se positionnent vis-à-vis de ce mouvement de grogne au Venezuela? Pour l'instant, ils défendent la démocratie, mais ils ont été très prudents. Et à mon avis, pour une raison très simple. Pour les États-Unis, le Venezuela ne compte que tant qu'il vend le pétrole. Et le Venezuela ne peut pratiquement vendre son pétrole qu'aux États-Unis, parce que c'est là-bas où sont les raffineries capables de traiter le type de pétrole vénézuélien. Alors justement, oui, Philippe, un mot. Il y a quand même une autre raison, c'est que les États-Unis ont quand même eu beaucoup de problèmes avec cette région, et ils se sont souvent retirés. C'est un peu discret. Ils sont prudents. Si vous voulez, les États-Unis en Amérique latine, c'est un peu la formule d'Einstein. EMC2. Donc, c'est-à-dire énergie, migration, cocaïne au carré. Ouf. Tout ce qui sort de ça, on s'en fiche un peu. Alors, l'économie vénézuélienne, qui a quand même quelques points forts, et notamment ses réserves considérables de pétrole, donc plus grosse réserve. Le Venezuela, complètement dépendant du pétrole, plus grosse réserve mondiale, à peu près le quart des réserves mondiales, devant l'Arabie Saoudite, à peu près 22%. C'est quoi la spécificité du pétrole vénézuélien, Philippe Chalmin? Vous nous disiez tout à l'heure un pétrole de moindre qualité. Alors, c'est pas un pétrole de moindre qualité, c'est ce qu'on appelle les pétroles lourds de l'Orénoque. Ce sont des pétroles plus difficiles à travailler, plus difficiles à extraire, plus difficiles à travailler. Et donc, pendant longtemps, d'ailleurs, on n'a pas considéré les réserves de pétrole lourd de l'Orénoque vénézuélien parmi les réserves mondiales. Ce n'est que récemment que lorsque l'Agence internationale de l'énergie a refait ses calculs de réserves, que l'on a réintégré ces réserves de pétrole lourd, comme on a réintégré les réserves issues des sables bitumineux de l'Alberta au Canada. Et donc, on sait très bien que ce pétrole, il est difficile à exploiter. PDVSA aujourd'hui n'en a pas la capacité. Il y a un certain nombre de compagnies internationales qui historiquement d'ailleurs s'étaient lancées dans l'affaire. Il y avait Total en particulier. Simplement, alors là, la politique de nationalisme bolivarien a fait que la plupart d'entre elles sont sorties. Alors certaines sont sorties, d'autres sont restées. Je crois que Chevron, Repsol et quelques compagnies russes sont restées. Mais même dans ce cas-là, elles sont obligées de passer sous les fourches codines du pouvoir local. Un pétrole plus lourd, plus riche en soufre, des coûts d'extraction, de raffinage plus élevés. On dit 6 fois plus élevé que celui de l'Arabie Saoudite, par exemple. Oui, mais comme en Arabie Saoudite, il suffit de faire un trou pour que ça produise. Je vais vous dire, quel est le prix de revient du pétrole en Arabie Saoudite? 3-4 $ le baril. C'est pas dramatique. Non, avec du pétrole à 100 $ le baril, grosso modo aujourd'hui, le pétrole vénézuélien est rentable. Je vous rappelle que au large du Brésil, le pétrole des gisements présalés, ça va sortir probablement aux alentours de 60-70 $ le baril. Donc de ce côté-là, il n'y a pas trop de problème pour un pays comme le Venezuela. Mais à la limite, le pétrole n'est pas une chance pour le Venezuela. Quand je dis c'est une malédiction, c'est que vraiment, ils vont avoir énormément de mal à s'en sortir, tout simplement, et vous l'avez dit tout à l'heure, parce que tous les gens qui ont les doigts dedans et qui détiennent le pouvoir aujourd'hui, ils ne vont pas vouloir le lâcher. Lâcher la main, bien sûr. Bon, on va continuer dans un instant autour du Venezuela et puis d'autres pays émergents qui s'agitent aussi au travers de manifestations plus ou moins violentes. On en parlera avec notre décodeur de 20h. Philippe Ferreira, il est responsable de la recherche de la plateforme de comptes alternatifs chez Lyxor Asset Management. Et puis on restera évidemment avec nos 4 décodeurs. À tout de suite sur BFM Business.